Bienvenue dans Pause Sexo, salut Céline. Salut Pascal. Et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce podcast dans lequel on va parler de sexualité. On aborde tous les sujets de sexualité. Alors toi tu es médecin, sexologue, oui, psychiatre. Psychiatre. On peut retrouver tes livres aux éditions Fayard, la sexualité masculine dans tous ses ébats et la sexualité féminine dans tous ses ébats. Et moi je suis curieux, j'ai plusieurs podcasts autour des relations amoureuses et j'ai envie de m'intéresser aux relations et au sexe et tout ce qui est en rapport avec la sexualité. C'est pour ça qu'on a fait ce podcast qui s'appelle Pause Sexo. Tout de suite après le petit jingle musical, on va parler de clitoris. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce clitoris ? Qu'est-ce que c'est le clitoris ? À quoi ça sert ? Comment ça marche ? Parce que là, on vient avec un mot comme ça, clitoris. C'est ça. Déjà, pourquoi on l'a nommé clitoris au départ ? Pourquoi ? Donc, il y a toute une histoire sur le terme clitoris, et même les historiens ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Au départ, dans l'Antiquité, le clitoris, donc, qui désignait au départ uniquement le gland du clitoris, puisqu'il n'y avait pas eu d'études anatomiques. C'est quoi le gland ? Donc le gland, c'est la partie qui dépasse. C'est la partie externe. Ouais. D'accord. Donc le gland du clitoris, c'est l'équivalent du gland du pénis au niveau structure anatomique. Et donc c'est vraiment, au départ, on ne connaissait que ça du clitoris, puisqu'il n'y avait pas eu encore les études anatomiques, il n'y avait pas eu de dissection des corps humains, etc. Donc on a nommé au départ le clitoris, c'était plutôt nommé myrton dans l'Antiquité, en rapport avec la baie de Myrte, qui était donc une petite baie rose ou violacée, par exemple. Et donc, progressivement, au fur et à mesure de toutes les études, mais on y reviendra sur l'histoire du clitoris parce qu'elle est très complexe, et en même temps, c'est hyper intéressant de voir le rapport entre cette histoire-là et l'histoire en général, et la place des femmes dans la société, en fonction de leur plaisir, du clitoris, etc. Donc il y a toute une histoire qui découle de ça, du clitoris et des découvertes qu'on a fait autour du clitoris. Du clitoris, de l'anatomie masculine, féminine. Par exemple, pendant très longtemps, on avait une conception de l'anatomie sexuelle dite unisexe, c'est-à-dire que le sexe de la femme était le sexe de l'homme inversé. Donc il y avait toute une analogie entre le pénis qui correspondait au vagin, donc qui était un pénis inversé, les ovaires qui correspondaient aux testicules. Donc on avait vraiment une conception unisexe. Jusqu'à quand on avait cette conception ? Jusqu'à à peu près, on va dire, la Renaissance, okay. Un peu après. Notamment quand on a commencé à vraiment découvrir l'anatomie réelle du clitoris. Parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui que le clitoris aurait été découvert uniquement en 1998 par Hélène O'Connell. On dit ça vraiment ? Ça a été découvert en 98 ? On dit ça parce qu'en fait, il a été redécouvert par Hélène O'Connell, qui est la première chirurgienne urologue en Australie, qui a fait sa thèse de chirurgie sur l'anatomie du clitoris et qui donc a publié à cette suite donc sa thèse, mais aussi des articles de grand public. Et donc là, on a redécouvert l'anatomie interne du clitoris qui avait été effectivement passée sous silence pendant une petite centaine d'années. C'est-à-dire qu'on ne le retrouvait plus dans les ouvrages grand public. Et par exemple, on ne l'enseignait pas du tout à l'école. Les premières descriptions anatomiques du clitoris entier dans les manuels scolaires, c'est revenu en 2017. En 2017 ? Exactement. Moi, pendant mes études de médecine... On ne te parlait pas du clitoris ? Pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas du clitoris. Et encore aujourd'hui, il y a plein de médecins et plein donc de gens qui sont en plus pas médecins, qui ne connaissent pas l'anatomie du clitoris, même si, effectivement, avec tous les comptes Instagram, toutes les positions des féministes, etc., aujourd'hui, c'est de plus en plus connu, mais il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas l'anatomie du clitoris. Donc, jusqu'à 98... il y a eu les premières découvertes et tout ça, et jusqu'à 98, en gros, quand on parlait du clitoris, on parlait que du gland du clitoris. Exactement. Et on ne s'intéressait pas à tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est quoi ce qu'il y a après, ce que tu dis, la partie interne, c'est-à-dire qu'il y a, c'est l'équivalent à peu près de la structure du pénis. Donc on va avoir un genou,
on va avoir... Un genou, pardon. Le genou du clitoris, parce qu'en fait... C'est quoi le genou du pénis? Gland, c'est le corps, l'équivalent du corps. Donc on a le clitoris qui va faire un angle pour plonger à l'intérieur du corps de la femme. Et donc cet angle-là, ça forme un genou, qu'on appelle donc genou du clitoris. Et ensuite, ce clitoris va se diviser en 4 branches, 2 branches de corps spongieux et 2 branches de corps caverneux, exactement comme le pénis qui a des corps caverneux et un corps spongieux. Et ces branches, donc les piliers, ce qu'on appelle les piliers qui correspondent au corps caverneux, vont se positionner contre les os du bassin. Tandis que les branches spongieuses, donc le bulbe, ce qu'on appelle le bulbe du clitoris, va se positionner de chaque côté du vagin. Donc si je visualise, j'ai le haut du clitoris, donc le gland dont tu as parlé au début, et ça descend vers le bas, vers l'intérieur. De chaque côté, tu as donc les corps spongieux. C'est ça, les corps. Qui consiste en faire le genou et qui se... Non, le genou, c'est avant. Le genou, ça part du gland et ça plonge comme un genou, ça se plonge, ça me fait un angle. Mais le genou, c'est l'endroit où il y a l'angle alors. Mais nous, on ne voit pas l'angle. Enfin, non, je veux dire, en tant qu'homme, on ne le voit pas. Pas du tout. Toi, tu vois que le gland du clitoris. Ah, d'accord. Donc tout ce que tu me dis là, c'est vraiment ce qui est... Tout le reste est à l'intérieur. D'accord. En sachant que le gland va faire quelques millimètres et que le clitoris en entier va faire plusieurs centimètres. Hein. D'accord. Donc ça, on reviendra tout à l'heure aux mensurations exactes. Il y a des mensurations aussi pour le clitoris? Bien sûr, il y a eu des études qui ont été faites sur les mensurations du clitoris, comme sur les mensurations de la vulve, par exemple. D'accord. On voit comme sur les mensurations du pénis. Et oui. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le clitoris, c'est un organe qui est dédié au plaisir et uniquement dédié au plaisir. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on ne lui connaît qu'une fonction. C'est la fonction de donner du plaisir. Même si pendant longtemps, on a pensé qu'il avait aussi une fonction dans la reproduction. Parce qu'on pensait qu'on pouvait, avant que les scientifiques découvrent les mécanismes de l'ovulation et les spermatozoïdes, pendant très longtemps, on a envisagé la médecine sous la forme d'une théorie des humeurs. C'est-à-dire qu'il y avait des fluides dans le corps et ces fluides étaient responsables de maladies, de dysfonctionnements et que pour que ça fonctionne bien, il fallait qu'il y ait un équilibre entre les fluides et notamment, donc, par exemple, le sperme était considéré comme le fluide masculin et la femme avait également un fluide et ce fluide était important et c'était la rencontre de ces deux fluides qui faisait la conception. Donc ça, c'était important pour la fécondation. Donc le plaisir féminin pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, a été important. Les femmes, on a encouragé les maris, par exemple, à donner du plaisir à leurs femmes et on a encouragé les femmes à avoir du plaisir. Bon, effectivement, on sait aujourd'hui qu'il n'y a aucun rapport entre le plaisir et la fécondation. Donc ça, on a découvert ça dans les années 1800-1900 avec la découverte de la fécondation de l'ovule, de spermatozoïdes, l'arrivée du microscope, etc. Et aujourd'hui, on pense que le clitoris, sa seule fonction, c'est le plaisir, même s'il y a des études qui sont en cours pour essayer de voir s'il n'aurait pas d'autres fonctions, parce qu'on trouve ça étrange que dans le corps humain, il y ait un organe dont la seule fonction soit le plaisir. Alors, dans le corps humain féminin? Féminin, oui. Parce que le pénis, par exemple, il a plusieurs fonctions. Il a plusieurs fonctions. Ça veut dire qu'il n'y a aucun organe équivalent chez l'homme qui n'est dédié qu'au plaisir. Alors que chez la femme, il y a ça. C'est ça. Et pourquoi on trouve ça étrange? C'est bizarre de trouver ça étrange. C'est que c'est chouette, non? C'est chouette, mais au niveau de l'évolution, c'est étrange. Pourquoi? Au niveau de l'évolution de l'espèce. Parce que ça veut dire quoi? Que le plaisir, c'est pas assez important pour qu'il y ait un organe consacré à ça? On mérite pas d'avoir du plaisir? On mérite d'avoir du plaisir, mais c'est étrange au niveau de l'évolution qu'il y ait un organe qui n'ait pas de fonction dans la survie de l'espèce. Donc ça veut dire que la vision scientifique de l'être humain, c'est que les organes
ont tous une fonction dans la survie de l'espèce. C'est une des théories évolutionnistes en tout cas. D'accord. On aurait que les organes, que toute notre évolution en tant qu'être humain aurait été basée sur la survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'il y a une évolution pour permettre à l'espèce de survivre. Et que le plaisir, donc ça veut peut-être dire ça, au contraire, ça veut dire que le plaisir fait partie de la survie. Peut-être que le plaisir est important à la survie de l'espèce. En tout cas, on voit que sans plaisir, on n'a pas trop envie de vivre. Ça, c'est sûr. Ouais. Je pense que le plaisir est important pour vivre, oui, ça c'est sûr. Donc on a un organe féminin qui est découvert puis redécouvert, qui est destiné uniquement au plaisir de la femme. Tout à fait, oui. Mais comment ça fonctionne alors ce plaisir ? Comment ça marche ? Tu vois, puisqu'on a comment ça marche ? Alors, le plaisir, c'est en lien avec de nombreux récepteurs au plaisir qu'il y a dans le clitoris. Donc, ces récepteurs sont les plus nombreux au niveau du gland. Par exemple, on a longtemps entendu qu'il y aurait 8000 terminaisons nerveuses au niveau du gland, ce qui ferait du gland un organe très sensible, voire plus sensible que le pénis. Et en fait, ça, on a lu beaucoup ça dans les magazines féminins, mais même repris dans les livres, etc. Et en fait, il s'agit d'une étude qui a été publiée et reprise par une américaine féministe qui s'appelle Nathalie Angier en 1999, sur des données qui étaient établies chez des brebis. Donc, ce qui ne correspond pas tout à fait à On a comparé le clitoris des brebis au clitoris des femmes. C'est-à-dire qu'on a pris des données qui correspondaient à des brebis et on l'a appliqué à des femmes. Ok. Donc ça, c'est dans le excellent livre de Sylvie Chaperon et Odile Filot qui s'appelle « Les idées reçues sur le clitoris ». Et donc là, tu dis il y a 8000 terminaisons nerveuses destinées au plaisir dans le clitoris. Donc je ne le dis pas justement, puisqu'il y a eu d'autres études faites depuis qui montrent que, par exemple, il y a une étude qui a été faite en 2013 uniquement sur 8 sujets, parce que autant te dire que c'est compliqué de faire une étude sur les terminaisons du clitoris, qui a étudié la densité des récepteurs. Ouais. Et donc, la densité moyenne, c'est de 7 récepteurs par champ de 1,9 mm3 contre 3 pour le pénis. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus de densité de récepteurs dans le clitoris que dans le pénis. Mais on sait aussi que ce n'est pas parce que les récepteurs sont plus denses que le plaisir est plus important. Ça, tu parles de récepteurs dans le gland du clitoris ou dans l'ensemble du clitoris ? Dans le gland. Dans le gland du Donc clitoris. Ça, ce qui a été étudié, c'est dans le gland. C'est le gland du clitoris. Et il y a encore plein d'études à faire pour savoir quels sont les types de récepteurs qu'il y a au niveau des piliers et des bulbes. Bon, ça, mais les bulbes, ils sont à l'intérieur. Les piliers donc aussi. Ils sont plus difficiles à atteindre. Je veux dire, moi, je me place dans le cadre d'une relation sexuelle. Le gland du clitoris, c'est quelque chose que je peux voir et que je peux... oui, tu peux toucher. Je peux activer les récepteurs. Voilà, je peux stimuler, c'est ça le mot que je cherchais. Je peux stimuler ces récepteurs. Alors que les récepteurs du bulbe et tout ça, tu m'as dit qu'ils sont à l'intérieur, ils sont au fond. Mais c'est-à-dire que tu peux invisibles. Les stimuler aussi. Et c'est le rôle de la pénétration, de stimuler les récepteurs à l'intérieur. Quand dans une pénétration, en fait, ce qu'il faut savoir que globalement, dans le gland du clitoris, on a des récepteurs à la vibration, d'accord ? Donc c'est pour ça que les stimulateurs clitoridiens sont des récepteurs qui sont vibrants et que la plupart des femmes se masturbent en faisant des mouvements très rapides au niveau du clitoris pour stimuler des récepteurs à la vibration. Il y a aussi des récepteurs à la pression, mais dans la vulve, par exemple, il y a des récepteurs au toucher léger et à la caresse, ce qu'il y a peu dans le clitoris, dans le gland du clitoris. En revanche, il semblerait que dans les piliers et dans le bulbe, donc à l'intérieur du corps, ce sont plutôt des récepteurs à la pression. C'est-à-dire que pour qu'une femme puisse stimuler son clitoris à l'intérieur, ce qui correspond quand même à l'essentiel de son clitoris. Parce que on sait aujourd'hui que la plupart des femmes n'ont pas d'orgasme par pénétration. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de, selon les études, environ 70%. Par pénétration avec un pénis ? Par pénétration avec un pénis, mais peu importe. Mais même peu importe. Non, parce que par exemple, une pénétration digitale dans le cadre de la masturbation.
Tu vois, si tu me dis qu'il y a des récepteurs à l'intérieur et qu'il y a une pénétration digitale pour les activer, pour avoir de la pression, est-ce que ça rentre dans cette étude ou pas du tout? Est-ce que ça, c'est pas considéré comme une... Non, alors, on va parler pour l'instant de pénétration par un pénis. D'accord, très bien. Parce que la masturbation, c'est un peu différent. C'est différent. On en parlera tout à l'heure. D'accord. C'est différent, pas tant d'un point de vue physiologique, mais d'un point de vue psychologique. Donc, on va parler donc d'un pénis ou d'un godemiché, enfin, je veux dire, tout objet dur entrant dans un vagin. D'accord. Donc, pour qu'une femme puisse ressentir quelque chose lors de l'introduction d'un objet ou d'un pénis dans son vagin, il faut qu'elle puisse activer ses récepteurs à la pression qui sont donc dans son clitoris à l'intérieur. Okay. Pour ça, il faut qu'elle puisse contracter son périnée, puisque l'on sait que les muscles du périnée, ce sont les muscles qui partent en avant de la symphyse pubienne, c'est-à-dire l'os que l'on a devant au niveau du mont de Vénus, qui vont jusqu'au sacrum, donc l'os qu'on a derrière, et qui ont une forme de hamac. Le plus important des muscles du périnée, c'est le releveur de l'anus. D'accord ? Donc celui que l'on contracte quand on veut s'empêcher d'aller à la selle. Donc ces muscles-là vont recouvrir le corps du clitoris. Donc c'est ce qu'on appelle les muscles bulbospongieux et ischio-caverneux. D'accord ? Donc il y a deux types de muscles du périnée qui vont aussi recouvrir les branches internes du clitoris. Donc quand on super protégé en fait. Quand on vient contracter son périnée, on vient stimuler les récepteurs à la pression qui sont dans le clitoris. Donc ça veut dire aussi que quand on est dans une pénétration par un pénis, si le pénis fait des va-et-vient trop rapides et trop forts, comme on voit dans la pornographie, la femme n'a pas le temps de contracter son périnée contre le pénis en érection. Donc elle n'a pas le temps de stimuler ses récepteurs à la pression du clitoris. Donc si on veut que la femme prenne du plaisir pendant la pénétration, il faut ralentir. Il faut lui laisser le temps de contracter, de détendre, de contracter, de détendre. Donc c'est aussi pour ça qu'on recommande aux hommes non pas de faire des mouvements de va-et-vient, mais de faire des mouvements, par exemple, latéraux, qui vont beaucoup plus stimuler le clitoris, ou des mouvements d'avant en arrière. Ce que font les femmes spontanément quand elles sont en position d'andromaque, c'est-à-dire qu'elles sont positionnées au-dessus, quand elles sont assises à califourchon sur leur compagnon, elles vont spontanément faire des mouvements de bascule du bassin d'avant en arrière pour venir presser le pénis contre la zone qui correspond à l'endroit où se réunissent les branches, les 4 branches du clitoris, donc les 2 ischios, les 2 piliers et les 2 bulbes. Donc c'est ça la partie la plus intense, c'est celle-là, c'est la partie où ça se rejoint. C'est la partie où ça se rejoint. C'est avant la partie où ça se sépare, puisque tu disais ça part après de chaque côté. C'est la partie où avant la partie où ça se sépare. C'est vraiment le carrefour. D'accord. Et les femmes le savent très bien, puisque tu n'en as aucune qui spontanément va faire comme ce que l'on peut voir dans la pornographie, c'est-à-dire des mouvements de haut en bas sur l'homme. Personne. La femme, elle va vraiment faire spontanément des mouvements de bascule du bassin, d'avant en arrière. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles c'est la position qui donne de plus de plaisir aux femmes. C'est la position d'andromaque. Ouais. Alors, sauf si, effectivement, la femme connaît bien son corps et a compris de façon intuitive ou parce qu'elle a été curieuse de savoir comment son corps fonctionnait et qu'elle a ensuite appliqué ce qu'elle a étudié. Et on recommande par exemple aux femmes de se muscler le périnée pour pouvoir avoir plus de plaisir, comme on recommande aux hommes aussi de se muscler le périnée pour avoir plus de plaisir. Ça, on en parlera dans le chapitre sur le pénis. Ouais. Oui, on fera un chapitre exact sur le pénis. Donc voilà, c'est donc pour dire que il y a plein de récepteurs qui rentrent en jeu dans le plaisir féminin. Donc ça, c'est une partie de notre capacité à avoir du plaisir. Mais on sait aujourd'hui, par exemple, qu'on peut stimuler le col de l'utérus via d'autres nerfs,
parce que là, on a parlé du nerf C'est quoi clitoridien. c'est quoi le col de l'utérus? C'est où? Le col de l'utérus. Ouais. C'est donc ton utérus, l'utérus de la femme, Ouais. est placé à l'intérieur, au fond du vagin. Donc c'est au fond. Le col de l'utérus, c'est ce qui ferme le vagin. Donc, que je comprenne bien. Quand il y a le vagin, il y a en haut, il y a le gland. En dessous, il y a la vulve. Alors, donc ça, c'est la partie externe. Donc ça, c'est la partie Non, externe. alors, Le vagin, dans il la n'est pas en vulve- extérieur, il est à l'intérieur. L'entrée du vagin, elle est... L'entrée du vagin s'appelle le vestibule. Ouais, Donc, elle est au niveau de la vulve. Donc, au niveau de la vulve, tu as donc, les grandes lèvres qui Ouais. recouvrent le tout. Donc, au sommet des grandes lèvres, vers le monde de Vénus, tu as le capuchon du clitoris, ok, le gland du clitoris. ok, Ensuite, tu as le méa urétral, c'est-à-dire le trou pour faire pipi. ok. Ensuite, tu as le vestibule du vagin, c'est-à-dire Ok. l'entrée du vagin. Ensuite, tu as Le une vagin. zone qui s'appelle... Non, le vagin est à l'intérieur. D'accord. Donc là, tu as le vestibule du vagin. La zone d'après, c'est quoi? Le périnée, donc la zone le complexe du périnée. Et ensuite, tu as l'anus. Ça, c'est la description de la vulve. Ça, pardon, ça, tu me décris la L'intérieur. vulve. Ok, ok. Voilà. Donc ça, L'extérieur, c'est ce pardon. que je vois. C'est ce que tu vois. D'accord. D'accord. Ce que tu ne vois pas, c'est l'intérieur, c'est-à-dire le vagin. D'accord, Et au fond du vagin, donc les cul-de-sac, le cul-de-sac antérieur et le cul-de-sac postérieur, ok. Et qui entourent le col de l'utérus. le vagin, ça représente quoi en termes de taille, de profondeur, de distance? Le vagin, sais pas quel mot c'est un organe qui est déjà fermé à l'état de repos, Ouais, qui va mesurer aux alentours de 8 cm, 7-8 cm, d'accord. et qui va s'ouvrir sous l'effet de l'excitation sexuelle. D'accord. C'est-à-dire que sous l'effet de l'excitation sexuelle, tu as l'entrée du vagin qui se resserre et la partie postérieure, donc interne, qui va s'ouvrir pour faire une sorte d'ampoule, enfin comme une ampoule, et c'est pour pouvoir faire une réserve pour le sperme. D'accord. D'accord. Donc, ce qui est normal, du coup, je le dis parce que c'est important, parce qu'on entend beaucoup de femmes dire, d'une part, qu'elles ont l'impression d'avoir un vagin trop large, et on entend aussi des hommes dire qu'ils ont l'impression de ne pas avoir de sensation dans le vagin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'effet de l'excitation sexuelle, il est normal que dans le vagin, il y ait moins de sensations au niveau postérieur. Donc, ce qui va donner des sensations au pénis, c'est l'entrée du vagin. Donc, et ce qui va donner aussi des sensations à la femme, c'est l'entrée du vagin et c'est encore une fois les mouvements d'avant en arrière ou latéraux. Et ce n'est pas les mouvements de va-et-vient. Donc, on a l'entrée du vagin, le vagin, et au fond du vagin, il y a le col de l'utérus. C'est ça. Et après, il y a l'utérus. Et après, il y a l'utérus. Donc, et comment ensuite, ça se... t'as les, Mais je veux dire, c'est fluide ou il y a des aspérités. Je veux dire, comment tu le matérialises? Toi, tu le vois pas en tant qu'homme. Ah, mais pas du tout. Tu peux le sentir, par contre. Tu peux sentir le col de l'utérus en tant qu'homme. D'accord. Ok. Quand je tu tapes ne au savais fond, pas. Quand tu tapes au fond, tu sens le col de l'utérus. Mais du coup, quand tu tapes au fond, c'est quoi le fond? C'est le col col de de l'utérus. l'utérus et c'est pas l'utérus. Donc en fait, l'utérus, tu n'y as pas accès. Ah bah, le col de l'utérus fait partie de l'utérus, mais c'est le col de l'utérus sur lequel tu tapes. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, quand tu tapes sur le col de l'utérus, ça stimule des nerfs particuliers, qui sont le nerf vague, qui vont pouvoir entraîner un autre type d'orgasme. Et c'est un orgasme dont on dit qu'il a une dimension beaucoup plus viscérale et générale, puisque le nerf vague, c'est aussi celui qui intervient quand on fait par exemple des malaises vagaux, donc des malaises un peu généraux. Eh bien, ça peut entraîner effectivement des sensations lors de l'orgasme de modification de l'état de conscience, un peu comme un malaise vagal, mais avec vraiment une détente. Donc, en tout cas, des sensations qui sont beaucoup plus générales. D'accord, mais qui peuvent être proches du malaise. Tu peux avoir un plaisir proche du malaise vagal quand tu... Qui peuvent entraîner, oui, proche du malaise. Ce qu'on retrouve aussi chez les hommes, ce qu'on peut aussi retrouver chez les hommes lorsqu'on leur stimule la prostate, par exemple. D'accord. Donc, il y a cette façon-là d'avoir du plaisir aussi chez les femmes. Donc, ce n'est pas uniquement le clitoris. Et donc, voilà. Donc là, on était resté sur le clitoris, donc on va peut-être se concentrer déjà sur le clitoris, parce qu'on fera aussi un podcast uniquement sur le point G, peut-être. Qui n'a rien à voir avec le clitoris, du coup? Qui a à voir, sans avoir à voir, et qui surtout
dont l'existence aujourd'hui est totalement remise en cause. Ok. Donc, c'est important, je pense, de faire un épisode avec plaisir. Je veux dire, vu ce qu'on apprend dans chaque épisode, par exemple, les questions que je viens de te poser sur vraiment les descriptions pour bien comprendre les choses, tu vois, je sais que j'ai posé beaucoup de questions, mais je pense que les gens qui nous écoutent parfois se les posent aussi. Et c'est bien de rentrer dans le détail. Moi, j'aime bien aller dans le détail et quand je ne comprends pas, essayer d'aller jusqu'au moment où je comprends. Après, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller voir sur Internet comment ça se... Bien sûr, oui, il y a plein de ressources sur Internet et il y a plein de choses. Mais c'est vrai que là, comme on écoute, on ne sait pas si les gens qui nous écoutent sont en train de faire leur sport ou d'être en voiture. Et donc, il y a une nouvelle étude qui a été publiée en octobre 2022. Donc, tu vois, c'est récent. Tout récent. C'est-à-dire que les recherches continuent. Et heureusement, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, notamment sur l'innervation du clitoris. Et l'innervation, c'est-à-dire le système nerveux, c'est ça ? Comment ça fonctionne, quels sont les récepteurs vraiment au plaisir, quels sont les chemins des nerfs. Et ça, c'est important, notamment dans les cas de chirurgie, quand on opère des femmes, qu'on respecte les nerfs clitoridiens, par exemple, les chemins des nerfs, pour qu'elles puissent continuer à avoir du plaisir, même après des opérations de la vessie, par exemple, du périnée, peu importe quoi. Donc là, il y a une nouvelle étude qui a été présentée donc, en octobre 2022, qui a montré qu'il y avait donc exactement 5140 fibres du nerf clitoridien dorsal dans le gland du clitoris, avec des variations allant de 4926 à 5543. Je donne les chiffres exacts pour vraiment que les informations soient exactes. Et en sachant que le nerf dorsal du clitoris est symétrique, donc ça veut dire qu'il y a à peu près 10 280 fibres nerveuses au total dans le gland du clitoris. Est-ce que par comparaison, puisqu'au début tu disais que le gland du clitoris il pouvait être assimilé au gland du pénis, est-ce que par comparaison on sait combien il y a de fibres dans le gland du pénis ou pas du tout ? Ça n'a pas été tout à fait non plus. Ça manque d'études aussi au niveau du pénis, vraiment. Ça manque d'études. D'accord. Donc, messieurs les chercheurs, allez-y. Allez-y. Penchez-vous aussi là-dessus. Beaucoup d'études. On s'est beaucoup intéressé en fait à l'érection. Au niveau des hommes. Donc on s'est beaucoup intéressé au mécanisme de l'érection et de l'éjaculation, parce qu'on a développé des traitements aussi, mais on s'est peu intéressé à la mécanique du plaisir sexuel masculin, comme on s'est peu intéressé aussi à la physiologie de l'orgasme masculin. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites aujourd'hui sur la physiologie de l'orgasme chez les hommes et chez les femmes, mais pendant très longtemps, par exemple, on a pensé que les hommes avaient une sexualité tout à fait mécanique et que leur orgasme était automatique, par exemple. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une différence entre orgasme et éjaculation. J'ai une question là, très rapidement. Tu viens de parler de l'érection. Est-ce qu'il y a un équivalent à l'érection chez le clitoris, sur le clitoris féminin ? Tout à fait, bien sûr, oui, puisque c'est fait de la même structure. Donc oui, tu m'as dit avec les corps spongieux et tout ça. Il y a des tissus érectiles bien sûr, oui. Donc les piliers du clitoris et même dans les bulbes, ce sont des tissus érectiles. Donc il y a une érection du clitoris, ce qui fait que lors de la phase d'excitation sexuelle et quand l'orgasme arrive, l'érection du clitoris fait en sorte que le clitoris va disparaître sous le capuchon. Donc il ne faut pas s'inquiéter, par exemple, lors d'un cunnilingus, si l'homme sent que le clitoris disparaît sous le capuchon, ça veut dire que l'orgasme est proche. Ça veut dire qu'il y a une érection du clitoris. Je le dis parce que je pense qu'il y a des hommes qui peuvent un peu s'inquiéter de savoir qu'est-ce qui se passe ou qui sentent moins. Tu vois, donc c'est important ça mais même pour les femmes, de savoir que... C'est hyper important, oui. Et c'est quelque chose qui se produit aussi pendant la masturbation, du coup. Bien sûr, oui, tout à fait, ouais. C'est pas une disparition, t'as dit, c'est quoi ? C'est une érection, en fait. Comme le clitoris va subir une érection, c'est-à-dire qu'il va se soulever, donc mécaniquement... Il va disparaître sous le capuchon, quoi. Mécaniquement, voilà, il disparaît sous le capuchon. Alors ça veut juste dire qu'il est quasiment au top de l'excitation, ou en tout cas sur la pente ascendante de l'excitation qui mène au plaisir. Exactement. D'accord. Quasiment au summum de la phase de plateau pour atteindre l'orgasme.
Très bien. On va faire on arrive au temps qui est imparti pour chaque épisode. Déjà. Oui, Okay. déjà. Donc là, le prochain, je pense que ce serait bien qu'on puisse parler de toute l'histoire. Voilà, on va parler de toute l'histoire du clitoris au fil des siècles, en partant de l'Antiquité pour arriver jusqu'à l'époque moderne et voir comment cette histoire du clitoris a aussi impacté l'histoire des femmes et inversement. Ok, donc un épisode historique à retrouver dans 15 jours. Merci beaucoup à toutes et tous d'être là, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez trouvé ça aussi passionnant que moi. Je te remercie de toutes ces lumières que tu mets sur ce clitoris. Voilà, ma curiosité est au maximum et je suis ravi de repartir chez moi avec toutes ces nouvelles connaissances. Merci à toi. Je rappelle à toutes celles et ceux qui seraient intéressés par ton travail que tu as au moins 2 livres qui sont édités chez Fayard, La sexualité masculine dans tous ses ébats et La sexualité féminine dans tous ses ébats. Je dis au moins 2, t'en as d'autres encore? Pour l'instant, 2. Pas encore. Voilà, et puis on peut te retrouver, l'épisode est sorti chez Légende, le podcast de Guillaume Play. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent par ce biais-là. Et voilà, et pour ma part, je crois que quand le podcast sera diffusé, je ne sais pas si je serai encore sur scène. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me voir. Et sinon, écoutez mes autres podcasts. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt. À bientôt.